Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des décideurs du net. Comme d'habitude, cette émission est en partenariat avec le Journal du Net et Nicolas James la co-animera à mes côtés tout au long de cette émission. Aujourd'hui, nous recevons un homme d'expérience dans le marketing digital puisqu'il a d'abord fondé TBWA Corporate, puis dirigé DDB France, présidé Digitas France, puis Razorfish France, avant de prendre la direction de Full Six France. Et nous rejoint ici aujourd'hui en qualité de directeur général de Valtech, directeur général France de Valtech, j'ai nommé Stéphane Amis. Bonjour Stéphane Amis. Bonjour. Bonjour. Alors Valtech, c'est une SS2I qui a opéré une transformation digitale en 2010 et qui a pour objectif de faire partie du top 5 mondial des agences de marketing digital. Où en est-on aujourd'hui ? Absolument, c'est une agence digitale full service, donc qui est capable d'accompagner les clients très en amont de la stratégie, à la conception, au développement de plateformes, etc. Et tout ça dans une méthode agile, avec aussi beaucoup d'innovation. Donc, où on en est, vous avez raison, il y a 2010, Valtech, c'est d'abord une société qui a été créée en 1993, donc il y a un bel historique, plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu un virage en 2010 avec l'arrivée de nouveaux actionnaires, menés par Sébastien Lombardo, notre CEO, et qui a opéré en effet une transformation très importante. C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase de restructuration, deuxième phase de transformation, et là on passe à la phase d'accélération. Donc celle qui vous mènera au top 5 mondial des agences de marketing Absolument. Alors ça peut paraître très ambitieux, mais on pense qu'on a tout à fait les moyens de cette ambition. Il faut savoir que déjà, depuis 2010, le chiffre d'affaires a doublé. Donc c'est relativement impressionnant. C'est une boîte qui a beaucoup de compétences, c'est une agence qui a beaucoup de compétences, en particulier technologiques, mais on y reviendra. Et on pense qu'à partir de là, cette transformation est tout à fait possible. Alors, comment on va faire Justement, c'était ma question. Comment parvenir à entrer dans le top 5 mondial des agences de marketing digital ? Alors, je sais qu'on n'est pas dans une réunion financière, mais ça ne nous a pas échappé que on a fait une augmentation de capital de 27 millions d'euros, qui a été annoncée et qui va être effective très, très vite. Donc, ça va nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions, comme on dit. Donc, on va le faire comment ? Il y a pour moi 4 axes de développement. Il y a éventuellement des acquisitions ciblées pour accélérer un peu plus vite, des créations d'offres nouvelles, évidemment, des ouvertures de bureaux, on en reparlera peut-être après. Donc des ouvertures de bureaux à l'international ? À l'international, mais absolument. Également en France ou... En France, on est déjà largement présent. Et le quatrième axe, qui me semble évidemment le plus important, c'est la croissance organique, parce qu'on pense qu'on a on a un potentiel de croissance très, 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 très important. On pense que la transformation digitale, qui est vraiment le sujet sur lequel on se positionne, est un sujet qui est encore très naissant. Il y a peu de boîtes qui ont véritablement entamé leur transformation digitale. Et on pense qu'on a un potentiel très, très important en croissance organique cette fois. Donc 4 axes, les acquisitions, les nouvelles offres, les ouvertures de bureaux et la croissance organique. Ces 4 axes-là nous permettront, à notre avis bien évidemment, de faire une croissance relativement soutenue et donc de passer dans cette phase d'accélération. Alors justement, on va commencer par les acquisitions. Vous avez des idées en tête. Je sais que vous avez racheté il n'y a pas longtemps Neo Stingray, donc qui eux sont spécialisés donc, dans la vidéo et les objets connectés. Donc c'est ça un nouvel axe de développement, c'est vraiment se positionner sur la vidéo. Pas uniquement, mais c'est vrai que vous avez raison de parler de cette acquisition, puisqu'elle est toute récente. Elle a eu lieu en Australie. Neon Stingray est une boîte formidable, en effet, dans toute la partie entertainment, vidéo, gaming, etc. Et c'est vrai que c'est un développement du digital qui est évidemment très important, tout ce secteur-là. Donc ça nous intéressait d'avoir cette expertise. Et puis aussi le fait d'ouvrir une géographie, puisqu'on n'était pas présent en Australie. Donc c'est très important. Sur les autres cibles, vous me permettrez de ne pas vous en parler ici, puisque c'est relativement... Sans évoquer le cas particulier d'une entreprise, quelles sont les compétences que vous pensez que Valtech aurait intérêt à acquérir via de la croissance externe ? Ce n'est pas tant des compétences à ce stade, parce que je pense qu'on a déjà objectivement une palette de compétences qui est assez complète. C'est plus étendre éventuellement notre géographie, parce qu'on a vocation à devenir un véritable acteur mondial, même si on l'est déjà, puisque quand on voit, on est présent dans 8 pays. On est présent en Europe du Nord fortement, au Danemark, en Suède, en Allemagne, en Angleterre. On est présent en Inde, on est présent maintenant en Australie, j'en oublie. On est présent en France, bien évidemment. Il y a d'autres destinations prévues. Et on est présent en Inde, pardon.
important, puisque c'est un centre de delivery très important pour nous. Donc on a déjà cette dimension mondiale maintenant, et aux États-Unis, pardon, je m'en veux de l'avoir oublié, puisque c'est évidemment une géographie sur laquelle il y a un potentiel de croissance très important. Typiquement sur le mobile et les objets connectés qui sont aujourd'hui quand même l'apanage de beaucoup de pure players mobiles, vous pensez que vous avez les outils pour aller jouer des coudes et offrir une solution pertinente aux entreprises qui désirent accompagner ce virage de la mobilité? Complètement. L'ADN de Valtech a toujours été très axé sur l'innovation et il y a déjà beaucoup de travail qui ont été faits sur les objets connectés avant même qu'on en parle. Sur le mobile, j'en parle même pas. Donc je pense qu'il y a en effet un effet d'expertise plus forte lorsqu'on est très spécialisé et très vertical, mais on est 1500 personnes, donc la plupart du temps, nous, notre skill center mobile est souvent 3 fois plus gros en réalité que la plupart des spécialistes. Donc on a 3 fois plus de gens qui travaillent sur le sujet que... Alors maintenant, on a nous une image plus généraliste, mais on pense qu'on peut être en réalité un multispécialiste. Alors, comme vous le savez, les internautes peuvent poser leurs questions en direct, et donc ça vous fait passer un peu du coq à l'âne. Et JB vous demande où en est-on de la rumeur de rachat par Publicis. Alors ça, c'est un sujet qui a beaucoup été repris, en particulier sur les réseaux sociaux et dans la presse d'ailleurs. Alors, d'abord, c'est faux, évidemment, et même si c'était vrai, de toute façon, je ne vous le dirai pas, mais non, plus sérieusement, c'est totalement faux. En revanche, je peux comprendre ce type de rumeur, puisque c'est vrai qu'on est potentiellement une cible qui intéresse des groupes comme Publicis, qui a choisi d'opérer, alors pour le coup, une véritable transformation de son modèle, et avec raison, évidemment, à notre avis. Maintenant, Valtech a encore, comme on l'a dit précédemment, un potentiel de croissance tellement important, une capacité à devenir un acteur mondial vraiment de référence parmi les 5 premiers, qu'on a envie de le mener, ce projet. On n'a pas envie entre guillemets, d'intégrer un groupe qui nous permettrait sans doute de faire d'autres choses. Mais là, il y a une ambition entrepreneuriale chez Valtech aussi, depuis le début. Il s'avère que finalement, Publicis a en fait racheté l'agence Neuren. Le marché se concentre encore plus. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir pour les indépendants tels que Valtech, donc, mais Full Six, Niji? Vous pensez que ces acteurs-là ont leur place ou tôt ou tard, ils vont se faire engloutir par des géants comme Publicis qui empilent les acquisitions de ce type? Non, je pense que, comme toujours, sur tous les marchés, je pense qu'il y a la place pour plusieurs typologies d'agences. Nous, on a choisi une typologie plutôt d'indépendance. Je crois qu'on a raison. Et je pense que tout ça cohabitera. Il y a des avantages, des inconvénients. Des groupes de communication ont beaucoup de choses à défendre, n'ont pas forcément une objectivité totale dans leurs conseils. Nous, on est, entre guillemets, des pure players, donc on a plus de flexibilité, je pense, et les clients, d'ailleurs, le sentent bien. Donc voilà, il y aura de la place pour différents formats d'agences. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence entre Valtech et un grand groupe? Vous parliez de la flexibilité, il y a d'autres choses qui le positionnent différemment qu'un Publicis ou un Omnicom? Oui, je pense que nous, on vient de la technologie et on l'assume d'ailleurs. Parce que je pense que tous les projets, tout ce que provoque le digital retombe en fait à un moment donné sur des projets dans lesquels la technologie aura en fait un rôle très important. Nous, on pense que les groupes de com ont du mal à intégrer ces compétences-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de culture, il y a des problèmes de cohabitation de différents profils. Nous, ce qu'on sait très bien faire, c'est mettre des gens de profils très différents à travailler ensemble et être capable de véritablement mener des projets. Ce savoir-faire-là, il n'est pas si simple à mettre en place. Moi, j'ai vécu, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai vécu dans des groupes de communication. C'est vrai qu'il y a une sorte de condescendance vis-à-vis de la technologie qui est, à mon avis, pas de nature à être adapté à des véritables projets digitaux d'importance. Les grands groupes ont quand même des pure players aussi, ils ont quand même des Digitas, des Publicis Modem. Bien sûr. Qu'est-ce que vous qui êtes une ancienne SS2I, vous avez quoi de plus que ces groupes-là qui ont la chance de pouvoir en fait avoir aussi l'aspect communication offline qui nourrit finalement le versant online? Oui, mais nous, alors là, pour le coup, on a choisi d'être vraiment digitaux et de ne pas intervenir. Je pense qu'on ne peut pas être bon partout. Nous, on a choisi d'être excellents sur ce volet-là. Ils n'interviennent pas sur l'offline, mais ils ont au moins la connaissance des problématiques du client sur l'offline. Donc forcément, ça les aide à être plus pertinents online. Je ne suis pas certain, parce que si vous voulez,
Je pense que les choses changent tellement que, à la limite, avoir un regard nouveau avec un ADN un peu différent, je pense que c'est assez propice justement, et je pense que les clients ne s'y trompent pas. On n'a pas, nous, les mêmes réflexes. C'est vrai qu'on n'a pas cet historique-là, on n'a pas ce poids-là, on n'a rien à défendre. Et je répète, c'est très important, on a une espèce de virginité là-dessus qui peut être assez intéressante parce que, encore une fois, les modèles se transforment tellement que finalement, avoir un œil neuf, c'est aussi avoir un œil sur un marché qui est lui-même très neuf. Donc, c'est pas tout à fait, c'est pas inintéressant. Et c'est vrai que justement, quand on regarde votre parcours et quand on regarde Valtech, on se rend compte que le monde du marketing a assisté à une digitalisation depuis 10-15 ans. Et là, c'est clairement le chemin inverse. En fait, vous allez, Valtech va de la technologie vers le marketing. Donc, Ouais. vous pensez que c'est la meilleure méthode pour arriver à un marketing digital compétent, performant? Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, c'est le chemin qu'a déjà commencé à faire Valtech depuis longtemps et c'est ce qui m'a séduit. C'est une entreprise absolument formidable. Le fait qu'elle soit partie de la technologie, pour moi, a été plutôt un facteur très positif. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, ça fait plus de 15 ans que j'évolue dans ce secteur digital. J'ai fait le choix de le faire très tôt. Je me suis rendu compte à quel point cette maîtrise technologique était importante. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a séduit chez Valtech. Et je pense que le chemin de partir de la technologie pour aller sur une offre full service est sans doute plus simple que l'inverse. Alors, ce n'est pas le chemin que j'avais choisi précédemment. Hein, et donc, je suis assez comment dirais-je, assez légitime pour avoir un avis. Et j'ai l'impression que ce chemin-là est plus facile. En tout cas, il m'a beaucoup séduit. D'accord, c'était ma question. Donc ce chemin-là est peut-être plus facile parce que les bases de communication, pas de communication mais techniques, sont déjà là. Absolument, et donc permettent de oui, et puis vous savez, le marketing est vraiment en train de changer. Les médias sont en train de changer. Les canaux de communication sont en train de changer. Enfin, on va pas faire un cours de digital, mais le social media, les big data, etc., ça change tellement que finalement, encore une fois, c'est sans doute plus facile de réinventer dans un marché qui est complètement en restructuration. J'ai lu une réflexion qui me paraît assez intéressante sur la transformation de Valtech. En fait, c'est un expert qui disait que Valtech avait peut-être une vision court-termiste de passer du statut de SS2I à celui d'agence, parce que la transformation numérique serait surtout une problématique structurelle. Et qu'à terme, certes pour l'instant, c'était les agences digitales qui récoltaient tout le business, mais qu'à terme, on retournerait à l'amont et que ce serait les SS2I qui auraient vraiment leur pertinence sur cette question-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire ? Pas grand-chose en réalité. Non, pour être plus sérieux, je ne comprends pas bien ce sens-là. Moi, je pense qu'on n'a pas une vision court-termiste. Je pense qu'au contraire, on est sans doute ceux qui avons une vision la plus long terme. Moi, je pense que la technologie, en effet, elle est importante, mais il y a beaucoup de technologies partout, dans tous les projets. Il y a les plateformes digitales. Donc je pense qu'au contraire, on est un acteur nous, capable d'intervenir. Après, moi, je ne veux pas faire le procès des SS2I. Il y aura toujours des systèmes d'information. Ils seront sans doute plus flexibles. Ils seront planifiés sur des temps plus courts, etc. Parce que évidemment, le marché le demande, les consommateurs, l'exigence, etc. Je ne pense pas qu'il y ait de... Après, c'est une question de volonté de positionnement. Les SS2I aimeraient beaucoup se positionner aussi sur le marché du digital. Encore faut-il en avoir les moyens et s'en donner les moyens. De fait, c'est vrai qu'elle participe de plus en plus au brief sur la stratégie digitale des marques qui concurrencent les digitales, c'est Modem et compagnie. Hein. Oui, bien sûr. Mais de toute façon... il y a un impact sur les SI. D'une manière générale, le digital impacte aussi les SI, l'organisation de l'entreprise, ses business models, mais aussi son système d'information. On voit beaucoup de directions générales ou de directions marketing qui aujourd'hui aimeraient faire beaucoup de choses, ont beaucoup d'idées, mais sont bloqués en effet par des systèmes d'information qui n'ont pas été conçus en réalité pour la rapidité des changements qu'on voit aujourd'hui avec le digital. Et justement, ces agences de marketing digital qui ont cette expertise ne devraient-elles pas être appelées encore plus en amont, donc avec un rôle de conseil pour conseiller justement ces entreprises qui veulent se positionner sur le digital sans vraiment savoir où elles mettent les pieds? Si, bien sûr. Je suis évidemment d'accord avec ça. Et d'ailleurs, nous, on intervient de plus en plus en amont. Et ça, c'est évidemment très bien. Et nous, c'est ce qu'on réclame, évidemment. C'est d'être très en amont sur les projets parce qu'on peut vraiment avoir un avis
très pertinents sur des tas d'implications et des tas de conséquences que vont avoir le digital sur un marché. Alors, quand on se promène sur le site de Valtech, on voit un certain nombre de publications sur le site, donc, sur le cross-data, la transformation digitale ou encore le marketing agile. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends surtout chez Valtech. Qu'est-ce que le marketing agile? Non, le marketing agile, vous l'avez bien compris, l'explication est dans le titre, mais je parlerai plus de l'agilité d'une manière générale. L'agilité, c'est une méthode, de réalisation des projets qui est vraiment très ancrée dans l'ADN de Valtech. Et ça aussi, c'est un élément qui m'a beaucoup séduit parce qu'il est très adapté en fait aux projets digitaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des projets qui se fabriquent de manière classique où on démarre, ensuite il y a un effet tunnel, le client ne voit rien, il n'y a pas d'interaction, etc. Et puis souvent des mauvaises surprises, et puis souvent des choses qui ont évolué entre-temps, etc. Et donc ça ne marche pas bien. Là, c'est en fait, pour faire court, une façon de construire des projets par itération successive, avec toute une méthodologie qui va avec. Parce que l'agilité, quand on l'explique comme ça, comme moi, évidemment, ça paraît évidemment très simple. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et il faut vraiment un savoir-faire que Valtech a vraiment. Et depuis très très longtemps, puisque Valtech a été très actif dans cette méthodologie qui doit être effective depuis une grosse dizaine d'années. Et est-ce que agile veut dire plus collaboratif ou... Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers, il y a des itérations avec les clients, il y a des tests permanents, on livre des morceaux d'application en fait au fur et à mesure du projet, et donc il y a beaucoup plus d'interaction avec le client. Alors, tout de suite, je m'empresse de dire pas plus en temps en réalité, parce que souvent, cette méthodologie peut être un peu effrayante parce qu'on dit oui, mais ça va consommer énormément de temps interne pour les équipes. En fait, ce n'est pas vrai, puisque ça se fait différemment. Ce n'est pas plus en quantité, mais c'est plus atomisé, et donc beaucoup plus efficace. Ça ne nécessite pas plus de ressources du côté du client qui pourrait être effrayé justement par ça. Non, objectivement, si vous voulez, par exemple, pour une recette de projet, entre faire une recette de 3 semaines ou d'un mois en fin de projet ou faire 10 recettes de 3 jours, c'est pareil. Ouais. Hein, c'est finalement pas la même organisation du temps, mais c'est le même volume de temps. D'accord. Alors, donc, une autre question d'internaute vient d'arriver. Arthur vous demande, avez-vous une ambition d'agence pub? Pas du tout. Pas du tout. Non, voilà. pas du tout. On a répondu Désolé à Arthur. d'être aussi court, mais la question était tellement directe qu'elle appelait une réponse directe. Alors donc, on parlait de votre parcours tout à l'heure. Donc vous avez, je le redis, fondé TPWA France, puis dirigé DDB France, puis présidé Digitas France, puis Razorfish, et enfin Full6 France. Donc vous avez, on a en face de nous un témoin de la digitalisation du secteur. J'imagine que on ne travaillait pas du tout comme on travaille aujourd'hui il y a 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est fait? Alors vous avez oublié juste un élément important pour moi qui est dans ma carrière, c'est Fisystem. Alors les plus anciens s'en rappelleront, c'était en 99. Moi j'ai choisi de rejoindre ce qui était la première web agency en France à l'époque. Et j'en ai pris la direction générale. Ça a vraiment été le basculement. Alors en effet, on ne travaillait pas de la même façon il y a 15 ans. Moi, j'entends beaucoup autour de moi des gens qui disent oui, j'étais toujours persuadé que le digital allait transformer, etc., etc. Moi, j'ai une preuve, c'est que j'ai écrit un bouquin en 1996, et j'en suis assez fier aujourd'hui, non pas d'avoir écrit le bouquin, ça c'est pas, mais de l'avoir fait en 96, et ça s'appelait « Trouver un job sur Internet ». Ça, on ne peut pas mentir, hein, il y a un numéro d'impression, etc., etc. Et donc, ça a été un peu objectivement un peu le déclic. C'est-à-dire, je me suis rendu compte à quel point sur ce marché de l'emploi, le digital allait complètement bouleverser. On le voit aujourd'hui. Alors, ça a mis un tout petit peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé, parce qu'à l'époque, on avait l'impression que ça allait se transformer en 3-4 ans. En fait, ça a mis un tout petit peu plus, mais pas tant que ça, en fait. Hein. Et on voit aujourd'hui, le marché des offres d'emploi est à quasi 100% évidemment sur Internet et en tout cas en digital. Donc, sur le marketing digital c'est pareil, vous savez, moi quand j'ai quitté à l'époque BDDP, qui est devenu TPWA en 99, beaucoup de gens m'ont dit « t'es complètement fou, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans » J'ai tout entendu, je ne le répéterai pas aujourd'hui sous forme de verbatim parce que je pourrais mettre quelques personnes
mal à l'aise, mais combien de gens m'ont dit mais non, c'est un phénomène qui ne durera pas, puis c'est technologique, on n'y comprend rien, puis finalement ça va être un épiphénomène, ça ne changera pas vraiment. Alors que, bon, il est clair que... Alors, ce qui est clair, c'est que, vous savez, nous, en termes de... Enfin, dans ma première vie, en termes de communication, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était le consommateur, bien évidemment. C'est d'ailleurs, les clients venaient nous chercher pour notre connaissance consommateur et pour la manière de s'adresser à lui. Et de s'adresser directement à lui, à chaque consommateur. Absolument, mais avec des messages maîtrisés, puisque c'est nous qui les fabriquions avec nos clients, bien évidemment. Vous n'aviez pas de retour en plus. On n'avait pas d'écoute réelle. On avait des écoutes en termes d'audience, etc., mais pas du tout qualitatives. Les consommateurs ne se parlaient pas entre eux. C'était du top-down, c'était un monologue, en fait. Et le digital, ce qu'il a créé de manière tout à fait évidente, c'est tout d'un coup cette possibilité de dialogue. D'abord entre les consommateurs et les marques, les consommateurs entre eux, et ça change tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une communication maîtrisée. C'est-à-dire il faut accepter exactement. Et donc ça change tout. Parce que ça change la conception même des produits, des services. Ça change la relation entre les consommateurs et les marques. D'une certaine manière, avant le digital, on pouvait en effet être relativement pas irréprochable. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Justement, ça déclenche pas quelques excès parce qu'un consommateur est tranquillement assis derrière son ordinateur et peut ruiner l'image d'une marque sans lui prendre aucun risque. Je crois pas parce qu'en réalité, si simplement il faut que ce soit fondé. Le pouvoir du consommateur, il est très fort si véritablement c'est fondé. Si c'est pas fondé, ça restera une goutte d'eau dans un océan. En revanche, si c'est fondé, ça va être repris, ça va être amplifié, etc. Et là, par contre, ça peut faire du dégât. Mais encore une fois, si c'est fondé, c'est peut-être bien, non, que ça fasse du dégât finalement. C'est la communication. Exactement. C'est une nouvelle ère, on est dans une ère digitale. Il y a encore beaucoup de choses qui vont changer, c'est évident. On a l'impression que là, les systèmes sont figés, mais en fait, ils ne le sont absolument pas. Les changements sont extrêmement rapides. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est en début d'ère et on est dans les soubresauts en fait de cette début d'ère. Il y a encore beaucoup de choses et c'est ça qui est d'ailleurs assez passionnant. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va advenir par exemple des agences de pub traditionnelles? On a vu une agence comme Saatchi & Saatchi qui a connu l'époque dorée des années 90 complètement s'écrouler parce que justement elle a complètement loupé le virage de la digitalisation. Ah ouais. Est-ce que vous pensez qu'on va observer pareil un cimetière des éléphants Oui, certainement. Les Kodak, les gens comme ça. Saatchi, je ne me permettrai pas de juger parce que c'est vrai que ce sont des gens qui sont censés pourtant conseiller les clients dans leur propre transformation, qui ont juste oublié de transformer eux-mêmes. Mais c'est clair que ça va continuer à arriver. Il est clair qu'aujourd'hui, une agence publicitaire, que je respecte beaucoup, qui n'intègre pas aujourd'hui la dimension digitale, ça peut paraître un peu étonnant. Et ça reste compliqué aujourd'hui parce que justement on a vu qu'il y a une fusion avec Juke et la fusion n'a pas du tout prise en fait parce que c'est vraiment deux univers qui sont un peu opposés, qui n'ont pas du tout les mêmes rythmes de travail, la même conception du métier. C'est un vrai savoir-faire. Moi ça fait encore une fois 15 ans que je fais ça. J'étais moins bon au début, je suis peut-être un tout petit peu meilleur maintenant. Parce que c'est pas simple. C'est vrai qu'il y a des cultures différentes. C'est vrai qu'il faut savoir mettre les conditions pour que ces différents profils-là fonctionnent très très bien ensemble. Il ne faut pas de condescendance. Il y avait aussi un rapport de force dans l'exemple que vous citez. C'est vrai que Saatchi était beaucoup plus gros à l'époque que Duke, donc ça a été le système classique de la dilution. Et donc ça ne marche pas. Ça marche pas. Mais c'est aussi une bonne leçon. Il faut se transformer. Alors, même les partenaires qui prônent la transformation, il ne faut pas oublier de se transformer soi-même. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier, voilà, exactement. Alors, donc, on parle beaucoup aujourd'hui d'objets connectés, de big data. Pour vous, quels seront les grands enjeux de demain en matière de marketing digital ? Il y en a beaucoup. C'est clair que tout ce qui est data science, c'est-à-dire que l'utilisation des données, on est vraiment au tout début. C'est clair que c'est un enjeu majeur, sur lequel d'ailleurs Valtech se positionne clairement, parce que c'est très... là, il y a une dimension technologique qui est complètement évidente. Je pense que c'est un
C'est un axe très très important. Le social, j'en parle pas parce qu'il est déjà, on l'a déjà dit 25 fois. La mobilité, bien évidemment. La mobilité, là aussi, on est au tout début. En réalité, il y a eu très peu d'investissements réels de fait par les entreprises sur le mobile. Alors que on se retrouve d'ailleurs avec un paradoxe total, c'est que les usages sont très très largement en avance en fait par rapport au marketing et par rapport à l'utilisation de ce canal par les marques. Alors que les usages sont absolument incroyables. C'est tout simplement aussi parce que les acteurs du marketing n'offrent pas des solutions satisfaisantes. Par exemple, sur le display, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis un annonceur, j'ai envie de toucher mes consommateurs sur le mobile. Display offre des solutions peu satisfaisantes aujourd'hui. Je suis d'accord, il y a beaucoup de choses à inventer. Mais je pense que c'est un cercle vicieux là, qui s'est mis en place. C'est-à-dire que comme les annonceurs n'investissent pas, les agences n'investissent pas, etc. Ouais. Donc mais il est clair que c'est, pour moi, tout ce qui est data science et mobilité sont les deux axes qui me paraissent évidemment très importants. Et encore une fois, deux axes sur lesquels Valtech se positionne de manière claire. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Amis d'avoir accepté Je vous en prie. de participer à notre émission. Merci Nicolas James. Merci. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, en compagnie de Laura Jane Gauthier cette fois-ci et Nicolas James toujours. Bonne fin de journée.